Bonjour, vous êtes sur DMTV. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. En République démocratique du Congo, tout comme dans le monde entier, l'actualité reste dominée par cette pandémie de coronavirus qui continue sa progression. Vous le savez, en République démocratique du Congo, à ce jour, nous avons atteint le nombre de 350 cas confirmés et ainsi, il est pour nous un devoir de pouvoir contribuer à la sensibilisation afin que nous puissions nous protéger en respectant des mesures barrières pour faire barrage à cette maladie, ainsi couper sa chaîne de propagation. L'actualité, c'est aussi le prolongement de l'état d'urgence sanitaire justement à cause de cette pandémie. Vous le savez, le chef de l'État qui avait décrété le 24 mars dernier l'état d'urgence dans les délais légal prévu par la Constitution et de 30 jours a besoin, vu l'urgence, de pouvoir prolonger cet état d'urgence, mais seulement d'après la Constitution, le chef de l'État ne peut pas, en tout cas, prolonger l'état d'urgence de par sa propre initiative. Il doit pour cela recourir au Parlement afin que les deux puissent permettre la prorogation de l'état d'urgence. Alors le chef de l'État a signé une ordonnance qui va lui permettre en tout cas de pouvoir proroger cet état d'urgence. Il a donc contourné le Congrès que le président du Sénat ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale souhaitaient afin de pouvoir régulariser, comme disait le président du Sénat, l'état d'urgence de fait. Proclamé par le chef de l'État, et nous avions pensé que le chef de l'État allait solliciter les deux chambres du Parlement dans un congrès afin de lui permettre de proroger cet état d'urgence. Il n'en est rien. Le chef de l'État a contourné cela en utilisant plutôt une autre méthode qui en fait crée encore la polémique entre les juristes. Le chef de l'État a donc signé une ordonnance qui va en fait permettre aux deux chambres de pouvoir traiter cette question séparément. Alors, nous allons suivre le point de vue d'un éminent professeur constitutionnaliste, le professeur Jacques Joly, qui va donner son point de vue par rapport à cette situation. Et ensuite, nous allons suivre un des éminents cadres de l'UDPS, juriste aussi, avocat de son État, qui donnera également son point de vue. Voilà, pour le moment, nous vous laissons d'abord suivre le professeur Jacques Joly en rapport avec cette ordonnance qui sollicite la prorogation de l'état d'urgence auprès des deux chambres. Mais cette ordonnance-là fait en sorte que les deux chambres du Parlement devraient se réunir de manière séparée, du moins avant l'expiration de l'état d'urgence. La date butoir, vous le savez, c'est le 23 avril. Donc nous devrions voir, soit certainement demain, le 22 avril, les deux chambres se réunir séparément pour ne traiter uniquement que cette question de prorogation. Alors suivons le professeur Jacques Joly pour connaître son point de vue. Ensuite, nous revenons pour continuer notre petite analyse. Alors, je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. À tout de suite. La prorogation, là aussi, comment ça va se faire concrètement? Non, la prorogation... Les deux chambres séparément, vous allez... je crois que le chef de l'État a pris l'option de ne pas, comme la Cour lui a donné, de ne pas saisir la Cour, le Congrès. Mais je ne vais pas rentrer dans ces débats parce que, en ce qui nous concerne, l'article 119 reste clair et la Cour, comme je viens de vous dire, n'a pas exclu cette hypothèse et le chef de l'État, n'est-ce pas, s'est limité à l'article 144. Alors, dans cet article 144, on dit
que les présidents de la République saisit l'Assemblée nationale et le Sénat après une décision du Conseil des ministres pour autoriser la prorogation pour des périodes. Donc, à mon avis, c'est normal, mais ce qui est un peu regrettable, c'est que le président de la République, ou du moins l'ordonnance, parce que le président de la République est irresponsable politiquement, c'est le Premier ministre qui a contresigné, disent que nous n'avons le droit de nous réunir uniquement pour ce point-là. Oui, là, c'est la limitation de l'ordre du jour. Non, ce n'est pas possible. Monsieur Michel, l'état d'urgence, c'est un régime de restriction des libertés publiques pour faire face à une calamité publique, à une circonstance exceptionnelle. Ça peut être une attaque de criquet dans une province, parce qu'on peut faire l'état d'urgence pour une partie du territoire pour tout. Ça peut être, par exemple... Mais on ne peut pas limiter, par exemple, non, c'est lorsque on proclame l'état d'urgence, les deux chambres se réunissent de plein droit. C'est ça les termes de la Constitution. L'objectif, c'est quoi? C'est que c'est une période délicate où le président doit prendre des mesures urgentes, n'est-ce pas, exigées par les circonstances. Alors, ces mesures-là peuvent, n'est-ce pas, mettre en danger les libertés fondamentales. Alors, qui doit garder les libertés fondamentales? C'est le Parlement qui est l'organe constitutionnel compétent. Donc, le président ne peut pas, ou bien je préfère parler de l'exécutif, ne peut pas dire, vous n'allez vous réunir uniquement pour... Non, le Parlement, dans un état d'urgence, toutes les institutions gardent leur pouvoir. L'auto-organisation, même les assemblées provinciales, ce sont le bureau des assemblées provinciales qui se sont réunis et qui ont pris l'option de dire, ok, nous suspendons nos travaux. Le ministre de l'Intérieur n'a pas à donner des injonctions à une assemblée provinciale pour dire, arrêtez vos travaux. Non. Très bien, professeur. Donc, le Parlement, la mission de l'état d'urgence, c'est de mettre toutes les institutions en ordre de bataille pour lutter contre la bataille. Et sur cette question, on ne peut pas limiter le Parlement, parce que le Parlement qui est le contrôleur, l'exécutif c'est le contrôlé. Oui. Et dans tous les cas... La crainte aussi qu'on n'arrive pas à niveau, par exemple, de la Corée du Nord, hein, comme on voit. Ben justement, on parle d'une dictature constitutionnelle. Ça veut dire que la mission de l'état d'urgence, c'est la restauration de la légalité républicaine, c'est la protection de l'ordre constitutionnel. On ne peut pas toucher aux droits du Parlement. Sinon, on entre dans un état de type Corée du Nord. Voilà. Et merci. Comme vous l'avez dit... Merci beaucoup. Voilà, vous venez de suivre le professeur Jacques Joly qui a donné son point de vue. Avant d'analyser également le point de vue de Jacques Joly, nous préférons que vous puissiez suivre également Maître Francis Tchibalabala, qui est également vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a également donné son point de vue sur la question. Il est membre de l'UDPS, cadre de l'UDPS. Suivez-le. Ensuite, nous revenons pour analyser un tout petit peu les deux points de vue et clôturer notre analyse de ce jour. Je rappelle encore une fois que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. À tout de suite. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je commence par remercier les professeurs parce que je l'ai trouvé plus ou moins objectif. Là, il faut le reconnaître. Il est objectif. En effet, donc plus ou moins objectif. Moi, je suis de ceux qui soutenaient que pour la prorogation de l'état d'urgence, on n'aura pas besoin du Congrès. Les deux chambres doivent se réunir séparément. On a eu à débattre de cette question. En effet, on a eu à débattre de cette question avec d'autres constitutionnalistes. Il est certes vrai qu'au début, certains n'approuvaient pas notre analyse, mais aujourd'hui, les gens ont compris que là où la Constitution n'a pas parlé du Congrès,
on ne peut pas en évoquer, bien entendu, parce que les constituants étaient très clairs. Il a parlé de l'Assemblée nationale et du Sénat. S'agissant de l'ordonnance du président de la République, encore une fois de plus, j'ai dit que le président s'est conformé à la loi, s'est conformé à notre constitution. Déjà, il y a eu des critiques qui fusent un peu de partout, comme quoi, mais comment le président de la République peut prendre une autre ordonnance, etc., etc. Mais les gens ignorent qu'en vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, le président qui a pris l'acte, il peut aussi revenir sur son acte. Donc ce n'est pas un péché, ce n'est pas violer la Constitution, mais le président, en déterminant aussi la matière qui fera l'objet justement de la convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat, le président ne s'est conformé qu'à la Constitution. Parce que quand vous lisez l'article 144, à son alinéa 5, ici on parle de la prorogation de l'état d'urgence. Donc, les deux chambres, en principe, point le besoin peut-être au président de la République de répondre cela dans son ordonnance, mais ces chambres ne pouvaient se réunir que pour proroger l'état d'urgence, pas pour autre chose. Parce que c'est pour cette matière-là que ces chambres devraient se réunir, ou doivent se réunir, bien entendu. Donc, le président ne s'est fait que conformer à la Constitution, voilà. Et il ne faudrait pas ici... Vous venez là de suivre tour à tour le professeur Jacques Joly, également Francis Tchibalabala, cadre de l'UDPS, un avocat aussi, donc juriste. Et donc, le chef de l'État a signé une ordonnance modifiant son ordonnance qui avait instauré l'état d'urgence le 24 mars dernier, afin de pouvoir permettre aux deux chambres du Parlement de pouvoir se réunir séparément, pas en congrès, afin de proroger l'état d'urgence. Donc, vous savez, si on prévoit une prorogation de 15 jours, ça peut être une ou plusieurs prorogations, en tout cas selon les besoins. C'est ce que dit l'article 144 de la Constitution. Alors, pour les juristes de la présidence, en tout cas proches du président Félix, il ne s'agit pas, en tout cas, d'un congrès, mais ce sera plutôt de manière séparée que les deux chambres vont procéder et ne traiter que de la question liée à la prorogation de l'état d'urgence. Et sur cette question, vous l'avez suivi, le professeur Jacques Joly, qui en fait ne contredit pas le chef de l'État dans cette démarche, mais estime que cette ordonnance, en fait, qui limite les parlements, disons, qui limite les deux chambres du Parlement, donc le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale, à ne traiter que cette question de prorogation de l'état d'urgence n'est pas légale, parce que même en état d'urgence, toutes les institutions gardent leur pouvoir, donc conservent leur pouvoir et doivent travailler normalement. Et ce n'est pas, en fait, au pouvoir exécutif de pouvoir limiter les prérogatives du Parlement. Et donc, l'exécutif, en fait, en parlant de l'exécutif, il parle plus du gouvernement, parce que c'est seul le gouvernement qui répond devant le Parlement et non le chef de l'État, parce que cette ordonnance avait été contresignée également par le Premier ministre Ilunkamba. Et donc, pour le professeur Jacques Joly, le contrôler, et donc le gouvernement, ne peut pas limiter les pouvoirs du contrôleur, donc qui est le Parlement. Donc, il s'insurge contre cet aspect de cette ordonnance qui tend à limiter le pouvoir du Parlement et à obliger le Parlement à ne traiter que la question de la prorogation de l'état d'urgence. Il estime que cela n'est pas tout à fait correct. Alors, en ce qui concerne Maître Francis Tchibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour lui, par contre, le chef de l'État, par son ordonnance, s'est
conformer tout à fait à la loi une fois de plus, comme il s'était conformé à la loi lors de la proclamation de l'état d'urgence. Il contredit donc le professeur Jacques Joly en évoquant également l'article 144 alinéa 5, un article qui avait été aussi évoqué par le professeur Jacques Joly. Je vais vous lire l'article 144 alinéa 5 dit la loi en cet article 144 alinéa 5, la loi, la Constitution dit exactement ceci: l'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège de plein droit l'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Donc pour Maître Francis Tchibalabala, il estime que le chef de l'État s'est conformé à la loi, notamment en cet article, parce que nulle part dans cet alinéa on parle de congrès, on parle de se réunir en congrès, et il est clair que par rapport à cet alinéa de l'article 144 de la Constitution, l'alinéa 5, donc, les matières à traiter dans le cadre de cet article-là sont limitées. Il ne s'agit que de la prorogation de l'état d'urgence qui peut être d'une période successive de 15 jours. Et donc, le chef de l'État, en spécifiant cela dans son ordonnance, il ne s'est pas écarté de la loi, mais par contre s'est conformé à la loi. Alors là, c'est encore un débat de juristes, du juridisme, comme on a toujours eu à le dire, qui a raison, qui a tort, mais nous nous rendons compte en tout cas que le chef de l'État, visiblement, commence à devenir très très outillé avec son équipe de juristes. Il y a un débat toujours qui tourne autour des actes qu'il est en train de poser, et tant mieux pour notre démocratie. Voilà, tant mieux vraiment pour notre démocratie qui se montre en tout cas très très active, surtout en cette période. Nous allons voir en tout cas comment les deux chambres se réuniront séparément afin de traiter cette question. C'est vrai que dans cet alinéa-là, on ne parle pas de réunions ensemble ou de congrès. Eh bien, dans la loi, ce qui n'est pas dit, on ne peut pas supposer que ça doit être ça. Et donc, j'imagine, donc les juristes sont beaucoup mieux placés, mais néanmoins, il y a toujours des débats autour de faire ça ou pas. Et chacun, en tout cas des juristes, c'est un peu comme aussi des hommes de Dieu, où chacun tire un peu la part de son côté en faisant allusion à tel verset biblique pour justifier tel ou tel autre acte. C'est aussi un peu comme ça avec les juristes qui, en fait, peuvent utiliser pour certains l'article 85 et 144, pour d'autres l'article 119 pour imposer le point de vue aussi du Congrès, car dans cet article on parle bien de l'autorisation. Et donc c'est compliqué si nous suivons tout cela. Mais au moins, un fait est que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a quand même pu contourner cette histoire de Congrès qui a fait peur à plus d'une personne. Il y a beaucoup qui ont pensé que c'était là une préparation d'un coup d'État, ce qui est arrivé juste au lendemain de l'interpellation et de la mise sous mandat d'arrêt provisoire de Vital Kamerhe. Pour certaines personnes, certains observateurs, il y a eu en tout cas de la peur chez certaines personnalités, peur que le sort réservé à Vital Kamerhe puisse leur être aussi réservé. C'est ce qui explique l'histoire de congrès manqué finalement, et la Cour constitutionnelle qui a joué à la sagesse a rendu un arrêt qui donnera raison au chef de l'État, à Félix Tshisekedi, un arrêt qui divise encore les constitutionnalistes. Vous avez des constitutionnalistes tels que le professeur Mbata qui confirme la constitutionnalité de cet arrêt-là. Vous avez d'autres constitutionnalistes comme les professeurs Jacques Joly qui émettent beaucoup de réserves par rapport à cela et qui pensent que c'est une jurisprudence qui peut être
aussi dangereuse pour le futur, ben là c'est vraiment un débat de très haut niveau des juristes. Nous n'allons pas entrer dedans parce que nous risquons vraiment de nous y perdre. Voilà, nous arrivons à la fin. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci beaucoup. N'oubliez pas, protégez-vous. Au revoir.